En ce moment même, à cette seconde précise, un objet de la taille d'un petit bus file à travers le vide interstellaire. Il se déplace à plus de 60 000 km à l'heure. Pour vous donner une idée, c'est environ 50 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Il se trouve à plus de 25 milliards de kilomètres de nous. Cette distance est si immense qu'elle défie notre imagination. Si vous pouviez conduire une voiture à 130 km à l'heure sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 20 000 ans pour couvrir cette distance. Et pourtant, cet objet continue de nous parler. Le signal qu'il nous envoie voyage à la vitesse de la lumière, la chose la plus rapide qui existe dans l'univers, et malgré cela, il lui faut presque une journée entière pour nous parvenir. Envoyer une seule commande et attendre la réponse prend près de 48 heures. C'est comme envoyer des lettres à l'autre bout de la galaxie. Cette sonde s'appelle Voyager 1. Elle a décollé en 1977. Son ordinateur de bord possède moins de mémoire que la clé de votre voiture. Son générateur produit moins d'énergie qu'une ampoule ordinaire. Et pourtant, c'est l'objet fabriqué par l'homme qui s'est aventuré le plus loin dans l'univers. Plus loin que tout ce que nous avons jamais construit, plus loin que tout ce que nous avons jamais rêvé d'envoyer. Quelque part dans l'obscurité entre les étoiles, ce petit engin continue de filer dans le silence absolu de l'espace interstellaire. Et ce qui est le plus remarquable dans tout cela, c'est que cette mission devait durer 5 ans. Elle dure depuis bientôt 50 ans. Et l'histoire que les Voyagers ont écrite pendant tout ce temps est l'une des plus extraordinaires aventures de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons la parcourir du début jusqu'à la fin. Et cette fin, malheureusement, approche plus vite que nous ne le voudrions. Avant de revenir au tout début, il faut expliquer pourquoi nous racontons cette histoire maintenant, en ce moment précis. En février 2025, les ingénieurs de la NASA ont éteint l'expérience de rayons cosmiques sur Voyager 1. Un mois plus tard, ils ont désactivé le détecteur de particules chargé sur Voyager 2. Sur chaque sonde, il ne reste plus que 3 instruments scientifiques en fonctionnement. Au départ, il y en avait 11. Suzanne Dodd, la chef de projet de la mission Voyager, l'a dit sans détour. Si nous n'avions pas éteint ces instruments maintenant, il ne serait resté aux sondes que quelques mois d'énergie avant que nous soyons contraints de mettre fin à la mission. Les Voyagers sont les rockstars de l'espace lointain depuis leur lancement, et nous voulons les maintenir en activité le plus longtemps possible. Mais l'électricité s'épuise. Les 2 sondes perdent 4 watts de puissance par an. Le plutonium-238 qui les alimente se désintègre lentement et avec lui, l'énergie qu'elles sont capables de produire. Avec le plan d'économie actuel, les sondes pourraient faire fonctionner au moins un instrument scientifique jusque dans les années 2030. Mais c'est un scénario optimiste, qui suppose que rien d'autre ne tombe en panne. Et comme nous le verrons plus tard, les choses tombent en panne régulièrement sur les Voyagers. Et en novembre 2026, Voyager 1 atteindra un jalon historique. Ce sera le premier objet humain situé à 1 jour-lumière de la Terre. Cela signifie que le signal mettra 24 heures entières pour atteindre la sonde et 24 heures de plus pour revenir. Si vous envoyez un message à Voyager un lundi matin, vous recevrez la réponse mercredi matin. L'histoire que nous racontons aujourd'hui n'est donc pas seulement un document historique. C'est une histoire qui, en ce moment même, sous nos yeux, touche à sa fin. Mais pour comprendre pourquoi cette fin est si émouvante, nous devons revenir au tout début, à l'époque où l'humanité a entrevu une opportunité qui ne se présente qu'une fois tous les 176 ans. Cette histoire commence par une coïncidence astronomique extraordinaire. En 1965, Gary Flandreau, un jeune ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, connu sous le sigle JPL, reçoit une tâche en apparence routinière. Il doit étudier les trajectoires possibles vers les planètes extérieures en utilisant des assistances gravitationnelles. Flandreau se penche sur ses calculs, trace les orbites des planètes sur papier et évalue dans quelle configuration elles se trouveront au cours des décennies suivantes. Et c'est alors qu'il réalise quelque chose d'incroyable.
Ils découvrent qu'à la fin des années 70, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se retrouveront dans un alignement géométrique spécial qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Pour comprendre pourquoi c'est si rare, il faut imaginer 4 coureurs sur une piste circulaire, chacun courant à une vitesse différente. Jupiter fait le tour en 12 ans, Saturne en 29 ans, Uranus en 84 ans et Neptune en 165 ans. Pour que les 4 se retrouvent du même côté de la piste au même moment, il faut attendre très, très longtemps. La dernière fois que les planètes s'étaient ainsi alignées, c'était sous le règne de Napoléon. La prochaine fois, ce sera dans 176 ans, c'est-à-dire aux alentours de 2150. Des générations entières d'êtres humains naîtront et mourront avant que cette fenêtre ne s'ouvre de nouveau. Cette géométrie rare permettrait à une seule sonde de visiter successivement les 4 géantes gazeuses. Comment? Grâce à des manœuvres gravitationnelles. Chaque planète, par sa gravité, donnerait à la sonde une impulsion, une sorte de fronde gravitationnelle qui l'accélérerait et la dirigerait vers la planète suivante. Le principe est élégant dans sa simplicité. Quand une sonde s'approche d'une planète en mouvement, elle emprunte une fraction infime de l'énergie orbitale de cette planète. La planète ralentit d'une quantité si microscopique qu'elle est totalement indétectable. Mais la sonde, elle, accélère considérablement. C'est comme attraper au vol un ballon lancé par un géant. Le géant ne sent rien, mais vous êtes propulsé en avant avec une force extraordinaire. Sans ces assistances gravitationnelles, le voyage jusqu'à Neptune prendrait 30 ans. Avec elle, seulement 12. La différence entre une mission réalisable et une mission qu'aucun budget ne pourrait financer. La NASA a conçu un plan ambitieux baptisé Grand Tour, la Grande Tournée. Le projet initial prévoyait 4 sondes. 2 emprunteraient la trajectoire Jupiter, Saturne, Pluton. Les 2 autres suivraient le parcours Jupiter, Uranus, Neptune. C'était un plan digne d'une grande puissance spatiale. Mais le Congrès américain a dit non. Nous étions à la fin des années 60. Le programme Apollo avait déjà englouti des ressources colossales. La guerre du Vietnam dévorait le budget fédéral et l'intérêt du public pour l'exploration spatiale déclinait rapidement. Après l'alunissage, une grande partie de l'opinion estimait que la course à l'espace était gagnée et que l'argent pourrait être mieux dépensé ailleurs. Le Congrès ne voulait tout simplement pas débloquer des milliards de dollars pour 4 sondes destinées à des planètes que la plupart des électeurs étaient incapables de nommer. De plus, le programme spatial soviétique, qui était la principale motivation des investissements américains dans l'espace, ne montrait guère d'intérêt pour les planètes extérieures. Sans rival à battre, la volonté politique faisait défaut. La course à l'espace commençait à se transformer en bureaucratie spatiale. C'est un phénomène que l'on observe souvent dans l'histoire de l'exploration. Les grandes découvertes ne sont pas toujours motivées par la curiosité pure. Elles ont souvent besoin d'un catalyseur politique, d'un enjeu de prestige national, d'une compétition. Et quand cette compétition s'essouffle, le financement suit le même chemin. Les planètes extérieures, aussi fascinantes soient-elles, n'offraient pas le même spectacle géopolitique que la course à la Lune. Le grandiose Grand Tour fut donc réduit au projet Mariner Jupiter-Saturne. Une mission bien plus modeste pour 2 sondes, officiellement centrée uniquement sur Jupiter et Saturne. Le budget représentait une fraction du projet initial, mais les ingénieurs du JPL étaient plus malins que le Congrès ne le pensait. Ils ont conçu les sondes de telle sorte que, en cas de succès auprès des 2 premières planètes, elles puissent continuer vers Uranus et Neptune. Cette possibilité avait été intégrée dans la conception dès le départ, même si les documents officiels n'en disaient rien. C'était une sorte de conspiration silencieuse d'ingénieurs qui savaient qu'une opportunité unique en 176 ans ne devait tout simplement pas être gâchée. En 1977, la mission fut rebaptisée Voyager. Et avec ce nom est venu un nouvel esprit. Voyager, le voyageur, l'explorateur.
quelqu'un qui s'aventure vers l'inconnu sans savoir ce qu'il va trouver. Le nom était parfait. Il capturait l'essence même de ce que ces machines allaient accomplir. Non pas une mission militaire ou un exploit technique froid et calculé, mais un voyage, une exploration, une aventure au sens le plus noble du terme. Et c'est exactement ce que ces deux sondes ont fait. Elles ont voyagé plus loin que tout ce que l'humanité avait jamais envoyé, et elles ont rapporté des histoires que personne n'aurait pu inventer. L'un des plus grands paradoxes de l'exploration spatiale est que l'objet fabriqué par l'homme qui s'est aventuré le plus loin de la Terre n'est pas une sonde moderne dotée de supercalculateurs, mais une machine qui, technologiquement, ne ferait pas le poids aujourd'hui face à une montre connectée. Votre téléphone portable possède des millions de fois plus de puissance de calcul que les ordinateurs de Voyager. Le moindre jouet électronique pour enfants surpasse la capacité de traitement de ces sondes. Et pourtant, ce sont elles qui ont atteint l'espace interstellaire. Pas nos machines modernes avec leurs processeurs surpuissants et leur intelligence artificielle. Mais c'est précisément là que réside la beauté du génie d'ingénierie. Ce qui compte, ce n'est pas la puissance de votre technologie, c'est l'intelligence avec laquelle vous l'utilisez. Et les ingénieurs qui ont conçu les Voyager étaient parmi les plus brillants que l'humanité ait jamais produits. Chaque Voyager est équipé de 3 ordinateurs de bord. Le premier est l'ordinateur de commande principal, le Computer Command Subsystem, qui contient des programmes fixes pour la détection et la correction d'erreurs. Ensuite, il y a l'ordinateur de gestion des données de vol, le Flight Data Subsystem, qui empaquette les données scientifiques et techniques avant de les envoyer vers la Terre. Et enfin, l'AACS, le système de contrôle d'attitude et d'articulation. Non, ce système ne réprimande pas les sondes quand elles se comportent mal. Le mot « attitude » désigne ici l'orientation, c'est-à-dire la position de la sonde par rapport à la Terre. Sans une orientation correcte, la grande antenne de la sonde ne pointerait pas vers la Terre, et nous ne recevrions aucun signal. La mémoire totale de ces ordinateurs ne dépasse pas 70 kilo-octets. Pour vous donner une idée, une photo moyenne prise avec votre téléphone fait 4 mégaoctets. Une seule photo est 60 fois plus volumineuse que toute la mémoire de Voyager. Les données étaient stockées sur des bandes magnétiques de 8 pistes, sur des enregistreurs fabriqués par la société Odetics. Chaque enregistreur pouvait contenir 536 mégaoctets de données, soit l'équivalent d'environ 100 photographies. Par rapport à la sonde Pioneer, qui n'avait aucun système de stockage de données, c'était un progrès considérable. Mais comparé au téléphone dans votre poche, c'est une fraction de pourcent. La société Odetics affirmait que ces enregistreurs pouvaient traiter plus de 4000 km de bande sans usure visible. Ils devaient survivre dans l'environnement le plus extrême imaginable et passer des tests que personne n'avait jamais réalisés auparavant. Et vous savez quoi? Ils ont fonctionné sans perte de données, ni panne mécanique, jusqu'à ce que la NASA les éteigne pour économiser l'énergie. Pas parce qu'ils étaient en panne, mais parce qu'il ne restait plus assez d'électricité pour les alimenter. Pas mal pour des machines plus vieilles de 12 ans que l'Internet. La décision clé qui a donné à cette mission une chance de durer aussi longtemps a été le choix de la source d'énergie. Au-delà de Jupiter, la lumière du Soleil est si faible que des panneaux solaires seraient pratiquement inutiles. Il fallait une source capable de fonctionner pendant des décennies sans aucune maintenance, dans l'obscurité absolue et le froid glacial de l'espace interstellaire. La solution s'appelle le générateur thermoélectrique à radioisotopes, en abrégé RTG. C'est un appareil d'une élégance remarquable. Il ne contient aucune pièce mobile, pas de moteur, pas de turbine, pas d'engrenage. Rien qui puisse s'user mécaniquement. Il fonctionne sur un principe simple. La différence de température entre un côté chaud et un côté froid génère un courant électrique. Le côté chaud est fourni par la désintégration naturelle d'un élément radioactif. Le côté froid, c'est l'espace lui-même, avec ses températures glaciales. Chaque voyager emporte 3 de ces générateurs,
qui convertissent la chaleur produite par la désintégration naturelle du plutonium-238 en énergie électrique. Détail important, l'isotope plutonium-238 est une chose totalement différente du plutonium-239, celui qui est utilisé dans les armes nucléaires. Les Voyager ne transportent rien qui puisse exploser. Le plutonium-238 est un émetteur alpha. Il produit de la chaleur, pas des explosions. Au moment du lancement, les générateurs produisaient ensemble environ 470 watts. C'est à peu près ce que consomme un ordinateur portable et un chargeur de téléphone. Cela ne semble pas beaucoup, mais pour voyager, c'était plus que suffisant. Et surtout, le plutonium-238 a une demi-vie de près de 4,28 ans. La puissance diminue donc lentement, mais inexorablement, environ 0,79% par an. Aujourd'hui, après presque 50 ans, les générateurs produisent moins de la moitié de leur puissance initiale. Chaque année, 4 watts supplémentaires disparaissent. Et c'est précisément pour cela que la NASA éteint progressivement un instrument après l'autre. Comme quelqu'un qui, avec les dernières gouttes d'essence dans le réservoir, coupe la climatisation, la radio et le chauffage des sièges pour rouler le plus loin possible. Sauf qu'ici, la route s'étend sur des milliards de kilomètres et qu'il n'y a pas de station-service à l'horizon. Il n'y en aura jamais. Chaque watt économisé est un mois de vie supplémentaire. Chaque instrument éteint est un sacrifice calculé pour prolonger l'existence de la mission. Les ingénieurs du JPL ont pris une autre décision qui s'est avérée absolument cruciale. Ils ont doublé presque tout sur les Voyager. Des ordinateurs de secours, des récepteurs de secours, des propulseurs de secours. Au total, 16 propulseurs à hydrazine, dont 8 de réserve. Cette philosophie de redondance peut sembler excessive, voire paranoïaque. Mais dans une mission de cette nature, la paranoïa est une vertu. Les Voyager allaient s'aventurer dans des régions de l'espace que nous n'avions jamais explorées. Ils allaient traverser des environnements de radiation extrême autour de Jupiter. Ils allaient subir des températures descendant à des centaines de degrés en dessous de zéro. Et tout cela pendant des décennies. Dans une mission remplie d'inconnus, on ne peut pas compter sur le fait que tout fonctionnera parfaitement pendant toute la durée. La redondance n'est pas du luxe, c'est de la survie. Et les systèmes de secours se sont effectivement révélés indispensables. Sur Voyager 2, les propulseurs principaux ont cessé de fonctionner après 37 ans de service. Les propulseurs de secours ont dû prendre le relais après 40 ans d'inactivité. 40 ans passés inutilisés dans le froid de l'espace. Et quand leur moment est venu, ils ont fonctionné de manière absolument impeccable. Voilà de l'ingénierie dont on peut être véritablement fier. Et il y a un cas encore plus remarquable, datant de mai 2025. Les ingénieurs ont réussi à réactiver un ensemble de propulseurs sur Voyager 1, des propulseurs considérés comme hors service depuis 2004. Après 21 ans, le problème venait de petits réchauffeurs internes qui avaient cessé de fonctionner. À l'époque, l'équipe avait estimé que la réparation était impossible et s'était fiée exclusivement aux propulseurs de secours. Mais ceux-ci commençaient à souffrir de l'obstruction de leur conduit de carburant et risquaient de cesser de fonctionner dès l'automne 2025. Les ingénieurs ont donc dû trouver un moyen de ressusciter des propulseurs morts depuis 20 ans. Et ils y sont parvenus. De plus, ils devaient terminer avant le 4 mai 2025, car à partir de cette date, la seule antenne au monde capable d'envoyer des commandes aux Voyager allait être mise hors service pour 9 mois. L'antenne parabolique de 70 mètres DSS-43 à Canberra, en Australie, qui fait l'objet d'une modernisation. C'était une course contre la montre à une distance de 25 milliards de kilomètres. Et cela nous amène à la communication, l'un des aspects les plus impressionnants de toute la mission. L'émetteur des Voyager a une puissance d'environ 23 watts. C'est moins que ce que consomme l'ampoule de votre réfrigérateur. Pensez-y un instant. L'ampoule qui s'allume quand vous ouvrez la porte de votre réfrigérateur à 3 heures du matin pour trouver quelque chose à grignoter
produit plus d'énergie que le signal qui traverse l'espace interstellaire. Et ce signal infime doit parcourir 25 milliards de kilomètres. Quand il arrive sur Terre, il est si faible qu'il est des milliards de fois plus ténu que le signal de votre téléphone portable. On ne peut le capter qu'à l'aide des gigantesques antennes du réseau Deep Space Network de la NASA, réparties dans 3 sites à travers le monde. À Goldstone en Californie, à Madrid en Espagne et à Canberra en Australie. Ces 3 stations sont disposées de manière régulière autour du globe, espacées d'environ 120 degrés de longitude, pour assurer une communication permanente avec chaque sonde, quelle que soit la rotation de la Terre. À chaque instant, au moins une des 3 stations peut voir les Voyager dans le ciel. Chaque Voyager possède une antenne parabolique de 3,7 mètres pour la transmission de données en temps réel. Les données circulent à 160 bits par seconde. Pour donner un ordre de grandeur, à cette vitesse, le téléchargement d'une seule chanson prendrait environ 1 semaine. C'est une vitesse comparable à celle d'une connexion Internet par modem des années 90. Celle qui faisait ce bruit caractéristique quand vous vous connectiez. Lent, certes. Exaspérant même, pour ceux qui s'en souviennent. Mais à une distance de 25 milliards de kilomètres, c'est un petit miracle de l'ingénierie des télécommunications. Voilà donc à quoi ressemblaient les machines que la NASA a envoyées vers les étoiles. Anciennes, mais brillamment conçues. Simples, mais robustes. Dotées d'une technologie des années 70 qui fonctionne depuis un demi-siècle de plus que ce que quiconque avait prévu. Et maintenant, allons enfin découvrir ce que ces petites machines courageuses ont réellement vu. Le 20 août 1977, Voyager 2 a décollé de Cap Canaveral, en Floride, sur une fusée Titan III, équipée d'un étage supérieur Centaure. 16 jours plus tard, le 5 septembre, Voyager 1 l'a suivi. Oui, vous lisez bien. Voyager 2 a décollé en premier. Mais comme Voyager 1 suivait une trajectoire plus courte et plus rapide, il a rattrapé et dépassé son jumeau le 15 décembre de la même année. Et depuis ce jour, il est en tête. Le lancement de Voyager 2 ne s'est toutefois pas déroulé sans complications. La fusée Titan a commencé à vibrer légèrement et à dévier pendant la montée. Dans la salle de contrôle, la tension était palpable. Des années de travail, des centaines de millions de dollars. La seule chance en 176 ans, tout cela reposait sur une fusée qui commençait à se comporter de manière inattendue. Le système de guidage a dû corriger la trajectoire. Ensuite, l'étage Centaure a fonctionné un peu plus longtemps que prévu et la sonde s'est retrouvée sur une orbite légèrement différente de celle qui avait été calculée. Les ingénieurs dans la salle de contrôle suivaient les données en serrant les dents. Chaque paramètre hors norme faisait monter l'angoisse d'un cran. Heureusement, l'ordinateur de bord de la sonde a évalué la situation et effectué une correction de trajectoire. Mais les premières minutes ont été tendues, terriblement tendues. Et ce n'était pas tout. Peu après le lancement, il est apparu que le bras portant les instruments scientifiques ne s'était pas entièrement déployé. Voyager 2 s'est envolé dans l'espace avec un bras attaché dans le dos. Le problème a finalement été résolu, mais sur Terre, personne ne se doutait que ces ennuis initiaux n'étaient que les premiers d'une longue série d'obstacles que cette sonde surmonterait au cours de son voyage. Le lancement de Voyager 1, 2 semaines plus tard, s'est déroulé sans accroc. 29 minutes après le décollage, la sonde a quitté la zone orbitale terrestre et s'est dirigée vers les étoiles. L'un des techniciens de la salle de contrôle se souvient. Je regardais la sonde s'éloigner sur l'écran et je me disais que cette chose allait voler plus loin que tout ce que nous avions jamais construit. Et il avait raison. 13 jours après le lancement, Voyager 1 a pris sa première photo de la Terre et de la Lune dans le même cadre, depuis une distance de 11,5 millions de kilomètres. Elle rappelle la célèbre photographie « Le ver de terre » prise par l'équipage d'Apollo depuis la Lune seulement 8 ans plus tôt. Notre petite bille bleue et à côté d'elle, un point gris plus petit sur un fond noir.
Une beauté étrange et émouvante quand on réalise à quelle distance de chez nous cette sonde a voyagé depuis ce moment-là. C'était la première fois qu'un engin spatial capturait la Terre et son satellite naturel dans une seule image. Un portrait de famille cosmique, pris depuis une distance que très peu de machines avaient atteinte à l'époque. Et ce n'était que le début. Voyager 1 n'avait parcouru qu'une infime fraction de la distance qu'il allait couvrir au cours des décennies suivantes. Mais le chemin vers la première destination sera long. Près de 2 ans de vol, 714 millions de kilomètres à travers l'espace, 714 millions de kilomètres de vide, de silence et de noir. Pendant ces 2 années, les sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes sans incident, ce qui en soi était une bonne nouvelle, car certains scientifiques craignaient que la densité des débris rocheux ne représente un danger. En réalité, les astéroïdes sont si dispersés dans l'immensité de l'espace que le risque de collision est infinitésimal. Les Voyagers sont passés sans encombre et ont continué leur route vers le roi de notre système solaire. Et au bout de cette longue attente, la récompense allait dépasser toutes les espérances. Le 5 mars 1979, Voyager 1 s'est approché de Jupiter à une distance de 349 000 km du centre de la planète. Il filait à 17 km par seconde, 2 km par seconde plus vite que Voyager 2, qui est arrivé 4 mois plus tard, le 9 juillet 1979. Ils n'étaient pas les premiers. Les sondes Pioneer 10 et 11 avaient visité Jupiter dès les années 1973 et 1974. Et même si les missions Pioneer avaient livré d'importants résultats scientifiques, elles n'avaient guère captivé le public. Les images étaient floues, granuleuses, loin de ce qu'on pourrait appeler des photographies. Voyager a changé la donne. Les images qu'il envoyait ressemblaient presque à des peintures. Jupiter dans toute sa splendeur. Il est difficile de croire qu'il s'agit de véritables photographies et non d'œuvres d'un peintre ou de création d'intelligence artificielle. Voyager 1 a même enregistré son approche de Jupiter sous forme de film en accéléré. Il prenait des images à intervalles réguliers de 10 heures, ce qui correspond à un jour jovien. La planète apparaît ainsi au même point de sa rotation sur chaque image. 66 photographies ont été assemblées en un film en accéléré, capturant l'approche du 6 janvier au 3 février 1979 sur une distance de 27 millions de kilomètres. Personnellement, je ne saurais dire si c'est fascinant ou terrifiant. Probablement les deux. Ce qui a immédiatement stupéfié les scientifiques, c'est l'atmosphère de Jupiter. Ils s'attendaient à des vents soufflant d'est en ouest, dans des bandes atmosphériques distinctes. C'est bien ce qu'ils ont observé. Mais ce qui les a surpris, c'est le degré incroyable de turbulence, de jets, de matière et de mouvements rotatifs. L'atmosphère de Jupiter n'est pas un environnement calme et ordonné. C'est un mélange chaotique, en perpétuelle mutation, de tempêtes et de tourbillons d'une ampleur que nous ne pouvons même pas imaginer sur Terre. Et puis, il y avait elle, la grande tache rouge. Une tempête géante, plus grande que la Terre entière, que les astronomes observaient au télescope depuis des siècles. Depuis au moins le XVIIe siècle, les humains regardaient cette tache à travers leurs instruments en se demandant ce que c'était. Certains pensaient que c'était un continent solide. D'autres, un phénomène atmosphérique passager. Les scientifiques soupçonnaient déjà qu'il pouvait s'agir d'une formation en rotation. Voyager l'a confirmé de manière spectaculaire. C'est un anticyclone tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une tempête si puissante et si stable qu'elle dure depuis des siècles, peut-être des millénaires. Sur Terre, les ouragans les plus violents s'essoufflent en quelques semaines. Sur Jupiter, une tempête plus grande que notre planète entière persiste depuis des générations humaines. Et les données de Voyager ont révélé que des tempêtes similaires parsème toute la surface de Jupiter. La tache blanche, située sous la grande tache rouge, en est un exemple parmi d'autres. L'atmosphère de Jupiter est littéralement constellée de tempêtes tourbillonnantes dont nous ignorions l'existence avant Voyager. Grâce aux données de Pioneer,
Les scientifiques soupçonnaient que Jupiter pourrait posséder des anneaux. Voyager a non seulement confirmé leur existence, mais les a photographiés pour la première fois. Sur une image prise lors du départ de Jupiter, on les distingue sous la forme d'une fine ligne orangée émanant de la planète. 4 anneaux, minces et sombres, totalement différents des majestueux anneaux de Saturne, mais néanmoins fascinants. Mais le choc le plus grand restait à venir. Et il est venu d'un satellite que personne n'avait vu venir. Io, le plus proche des grands satellites de Jupiter. Les géologues s'attendaient à ce qu'il ressemble à notre Lune, un corps mort couvert de cratères d'impact de météorites. Au lieu de cela, un monde comme personne n'avait pu l'imaginer est apparu devant leurs yeux. À la surface, ils ont trouvé des taches sombres. Mais ce n'étaient pas des cratères. C'étaient des cheminées volcaniques et des lacs de lave. Voyager a capturé des coulées de lave vieilles de moins d'1 million d'années, ce qui, à l'échelle géologique, c'est pratiquement avant hier. Et puis est venu le moment qui a tout changé. Une éruption volcanique active sur un autre monde. Pour la première fois dans l'histoire. Des explosions bleues à la surface d'Io crachaient de la matière et du gaz jusqu'à 100 km dans l'espace. Les volcans entraient en éruption sans relâche toutes les quelques heures, et voyager a capturé une série de ces moments stupéfiants. Io s'est révélé être le corps le plus actif géologiquement de tout le système solaire, plus actif que la Terre elle-même. Imaginez un instant. Vous filez vers une planète lointaine en vous attendant à ce que son satellite soit une boule morte et ennuyeuse. Vous avez grandi avec l'image de notre Lune, grise, silencieuse, figée depuis des milliards d'années. Vous supposez naturellement que les autres lunes de notre système sont similaires. Et à la place, vous découvrez un monde qui explose littéralement de vie. Pas de vie biologique, certes, mais d'une vie géologique si intense qu'elle n'a aucun équivalent dans notre système. Io se renouvelle en permanence. Sa surface est si jeune que les traces d'impact y sont quasiment absentes. Les volcans recouvrent tout. Io est le monde le plus tourmenté, le plus dynamique, le plus violemment vivant que nous ayons jamais trouvé. Et personne ne l'avait prévu. Un autre satellite de Jupiter, Europe, ne pouvait pas être plus différent. Un monde glacé, couvert d'étranges rainures, rappelant les fissures d'un lac gelé. Les scientifiques les ont identifiés comme des fractures dans la croûte de glace. Mais la découverte la plus importante était celle que les données de Voyager ont suggérée pour la première fois. Sous cette glace pourrait se cacher un océan liquide. Un océan sombre et tumultueux d'eau liquide sous des kilomètres de glace. Aujourd'hui, nous savons qu'Europe est l'un des endroits les plus prometteurs de notre système pour la recherche de vie extraterrestre. La NASA a lancé la mission Europa Clipper, qui devrait dans les années à venir vérifier cette hypothèse. L'idée est vertigineuse. Quelque part sous la surface glacée d'un satellite de Jupiter, dans l'obscurité totale, loin de toute lumière solaire, pourrait exister un océan d'eau liquide maintenu chaud par les forces de marée de Jupiter. Et dans cet océan, peut-être, une forme de vie. Pas nécessairement des poissons ou des créatures complexes, peut-être simplement des micro-organismes. Mais même cela serait la découverte la plus importante de toute l'histoire de la science. La preuve que la vie n'est pas un accident unique survenu sur notre petite planète bleue. Mais les premières traces, le premier indice que cet océan pourrait exister, ce sont les Voyager qui les ont apportés. Tout a commencé par quelques images de fissures dans la glace, prises par une sonde des années 70. Avant 1979, on connaissait 13 satellites de Jupiter. Les Voyager en ont découvert 3 nouveaux, TB, Métis et Adrasté, portant le total à 16. Aujourd'hui, on en connaît 95. Mais c'est la mission Voyager qui a ouvert les portes de cette connaissance et qui a montré à quel point les mondes gravitant autour du géant de notre système sont variés et surprenants.
Prenons un instant pour mesurer ce que Jupiter nous a révélé. Avant Voyager, nous connaissions Jupiter comme un point lumineux dans le ciel nocturne. Un objet que les astronomes observaient depuis des siècles au télescope, avec ses bandes colorées et sa mystérieuse tache rouge. Après Voyager, Jupiter était devenu un système à part entière, un mini-système solaire avec ses propres mondes, ses propres volcans, ses propres océans potentiels. Et tout cela avait été découvert en quelques semaines de survol par 2 machines de la taille d'une petite voiture. Jupiter nous a offert un premier aperçu de ce dont les voyagers étaient incapables. Surprise après surprise. Des découvertes que personne n'imaginait et qui attendaient d'être faites. Mais l'escale suivante de ce grand voyage allait apporter quelque chose d'encore plus beau et de plus mystérieux. Après 21 mois de voyage depuis Jupiter, Voyager 1 est arrivé près de Saturne le 12 novembre 1980. Voyager 2 l'a rejoint 9 mois plus tard, en août 1981. Et Saturne n'a pas cessé d'étonner. Comme pour Jupiter, les sondes Pioneer étaient arrivées les premières. Pioneer 11 avait survolé Saturne en septembre 1979, à peine 1 an avant Voyager. Elle avait confirmé l'existence du champ magnétique de Saturne et fourni les premiers détails grossiers sur les anneaux. Mais c'est Voyager qui a révélé Saturne dans toute sa complexité stupéfiante. À première vue, l'atmosphère de Saturne semble plus calme que celle de Jupiter. Les couleurs sont plus douces, plus atténuées. Des tons jaunes et crème au lieu des bandes orangées et rouges intenses. Mais c'est une illusion. Une couche de brume d'ammoniac dans les couches supérieures de l'atmosphère masque ce qui se passe en dessous. Voyager a révélé que les vents sur Saturne sont en réalité plus puissants que sur Jupiter. Dans la zone équatoriale, ils atteignent des vitesses de 1800 km/h. Voyager 2 a de plus mis au jour une étrange formation hexagonale au-dessus du pôle nord de Saturne. Un immense tourbillon atmosphérique en forme d'hexagone régulier, dont chaque côté est plus long que le diamètre de la Terre. Réfléchissez un instant à cette image. Un hexagone parfait, une forme géométrique régulière, gravée dans l'atmosphère turbulente d'une planète gazeuse. La nature produit rarement des formes aussi régulières à cette échelle. Des cercles, oui, des spirales, souvent. Mais un hexagone, cela semblait presque artificiel, comme si quelqu'un avait tracé cette figure avec un compas cosmique. Il a fallu des décennies avant que les scientifiques proposent une explication acceptable de ce phénomène. Des expériences en laboratoire ont montré qu'un flux rotatif de fluide, entouré de courants de vitesses différentes, peut naturellement produire des formes polygonales. Mais même aujourd'hui, les détails du mécanisme qui maintient cet hexagone stable depuis des décennies restent débattus. Les anneaux. Quand on dit Saturne, tout le monde pense aux anneaux. Avant Voyager, on connaissait 5 anneaux principaux. Cela semblait simple et élégant. 5 bandes lumineuses orbitant autour de la planète. Voyager a montré que la réalité est infiniment plus complexe. Ces 5 anneaux principaux se composent en fait de centaines et de centaines de fins annelets, chacun possédant sa propre dynamique, sa propre densité, sa propre composition. Voyager a découvert un nouvel anneau, l'anneau G, et apporté des détails essentiels sur l'anneau F, découvert 1 an plus tôt par la sonde Pioneer 11. Il s'est avéré que l'anneau F est torsadé et constitué de plusieurs brins, totalement différent de tout ce que quiconque avait imaginé. Et dans cet anneau F, Voyager a découvert quelque chose qui a enthousiasmé les scientifiques. 2 petits satellites, Prométhée et Pandore, orbitent à l'intérieur de l'anneau et maintiennent par leur gravité le matériau de l'anneau en ligne, comme des chiens de berger gardant un troupeau. On les appelle les satellites bergers. Leur existence a confirmé une prédiction théorique selon laquelle les anneaux étroits ont besoin de ces petits gardiens gravitationnels pour ne pas se disperser dans l'espace environnant. Mais Voyager a aussi apporté une énigme qui tourmente les scientifiques encore aujourd'hui. Sur l'anneau B sont apparues d'étranges formations sombres,
ressemblant aux rayons d'une roue. De vastes structures radiales qui s'étendent à travers les anneaux comme des ombres. Pourquoi ont-elles provoqué un tel émoi? Parce que jusqu'en 1980, on croyait que les anneaux de Saturne étaient gouvernés exclusivement par les forces gravitationnelles. Chaque particule dans un anneau orbite à une vitesse qui correspond à sa distance par rapport à la planète. Les particules intérieures orbitent plus vite, les extérieures plus lentement. C'est la mécanique orbitale keplérienne classique. Mais l'existence de ces rayons contredit ce principe. Ce sont des structures qui traversent les anneaux de manière radiale, perpendiculairement à la direction de l'orbite. Dans un régime purement gravitationnel, cela ne devrait pas être possible. La théorie dominante aujourd'hui invoque une répulsion électrostatique qui sépare de très fines particules de poussière du plan principal de l'anneau. Mais nous n'en avons pas la certitude absolue, même aujourd'hui. Et c'est un bel exemple de la façon dont les Voyager ne se contentaient pas de répondre aux questions, mais en posaient aussi. Et Voyager nous a apporté une nouvelle inquiétante. Saturne est en train de perdre ses célèbres anneaux. La gravité de la planète les attire lentement vers l'intérieur et les transforme en une pluie de particules de glace tombant dans l'atmosphère. Selon les estimations de la NASA, les anneaux pourraient disparaître dans 300 millions d'années. En termes humains, cela semble une éternité. Mais à l'échelle cosmique, c'est relativement bientôt. Saturne existait déjà des milliards d'années avant l'apparition de ces anneaux, et elle existera des milliards d'années après leur disparition. Nous vivons donc à une époque privilégiée, une fenêtre cosmique étroite, où nous pouvons encore contempler ce spectacle magnifique, comme si l'univers nous avait accordé un billet pour le dernier acte d'un ballet céleste. Mais Saturne offrait bien plus que ses seuls anneaux. Titan, son plus grand satellite, s'est révélé être l'un des corps les plus fascinants de tout le système solaire. Et c'est justement Titan qui a contraint la NASA à prendre l'une des décisions les plus difficiles de toute la mission. Pour que Voyager puisse étudier Titan en détail, il devait emprunter une trajectoire qui, après le survol, le dirigerait hors du plan de l'écliptique, vers le haut, loin du système solaire. Cela signifiait que Voyager 1 ne visiterait plus jamais aucune planète après Saturne, ni Uranus, ni Neptune. La visite de Titan et la poursuite du Grand Tour s'excluaient mutuellement. Et la NASA a choisi Titan. C'était une décision risquée. Si Voyager 2 tombait en panne avant d'atteindre Uranus et Neptune, nous ne verrions jamais ces planètes de près. Pas dans notre vie, pas dans celle de nos enfants, pas même dans celle de nos petits-enfants. Il faudrait attendre 176 ans pour qu'un tel alignement planétaire se reproduise. Toute une civilisation pourrait naître et mourir avant qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le poids de cette décision était immense. Mais Titan était trop tentant. L'équipe scientifique était convaincue qu'il fallait en apprendre le plus possible sur son atmosphère. Et il s'est avéré qu'ils avaient raison. Pioneer 11 avait été la première à photographier Titan, et les données recueillies avaient intrigué les scientifiques. Voyager a été envoyé pour approfondir ses observations, et le résultat a dépassé toutes les attentes. Titan possède une atmosphère dense, riche en azote. La pression à la surface est environ 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. C'était alors le premier et unique cas où nous avions découvert, en dehors de notre planète, une atmosphère à base d'azote. Titan est devenu instantanément l'une des cibles les plus intéressantes pour la recherche future. Les questions que Voyager a soulevées à Saturne ont directement conduit à la mission Cassini-Huygens dans les années 90. La sonde Cassini a orbité autour de Saturne pendant 13 ans, de 2004 à 2017. Elle a cartographié les anneaux dans un détail inimaginable, exploré les satellites un par un et révélé des lacs de méthane liquide à la surface de Titan. Et son module Huygens a été le premier, et à ce jour le seul, à se poser sur la surface de Titan en janvier 2005. Quand Huygens a traversé l'épaisse atmosphère orangée de Titan,
et s'est posé sur un sol recouvert de galets de glace d'eau, c'était l'aboutissement d'un rêve qui avait commencé avec les données de Voyager 25 ans plus tôt. Mais la graine de tout cela avait été semée par Voyager. Sans les questions posées par Voyager, Cassini-Huygens n'aurait peut-être jamais existé. Un autre satellite de Saturne mérite notre attention. Encelade, un petit corps glacé auquel Voyager avait prêté des propriétés étranges. Les données de Voyager suggéraient qu'Encelade pourrait être géologiquement actif. La confirmation est venue de la mission Cassini, mais les premiers indices provenaient des Voyager. Encelade projette 300 kg de vapeur d'eau jusqu'à 10 000 km au-dessus de sa surface, 20 fois plus haut que son propre diamètre. Ces geysers laissent derrière eux un nuage annulaire qui alimente l'un des anneaux de glace de Saturne. Les données géologiques ont montré que le terrain d'Encelade est un mélange inattendu d'ancien et de nouveau. Le côté lisse est plus jeune, le côté densément cratérisé est plus ancien. Encelade est un satellite géologiquement actif, ce que personne n'avait supposé auparavant. Un petit monde glacé, d'à peine 500 km de diamètre, qui crache de l'eau dans l'espace et alimente les anneaux de sa planète mère. Si un romancier de science-fiction avait inventé cela avant Voyager, on l'aurait accusé d'excès d'imagination. Et pourtant, la réalité dépassait une fois de plus la fiction. Et c'est ici que les histoires des deux Voyagers divergent. Voyager 1, comme nous l'avons mentionné, s'est dirigé vers le haut après son survol de Titan, hors du plan des planètes. Sa mission planétaire était terminée. Désormais, il n'avait plus qu'une seule tâche, voler le plus loin possible et mesurer le milieu interstellaire aussi longtemps que possible. Tout l'espoir du Grand Tour reposait maintenant sur les épaules de Voyager 2. Une seule sonde construite dans les années 70, qui devait être la première et probablement pour longtemps la dernière à visiter Uranus et Neptune. Pas de plan B, pas de secours. Si quoi que ce soit tombait en panne, la prochaine occasion ne se présenterait que dans 176 ans. Après le survol de Titan et des anneaux de Saturne, la trajectoire de Voyager 1 s'est infléchie vers le haut, hors du plan de l'écliptique. La partie planétaire de sa mission était achevée. Désormais, il se dirige droit vers l'espace interstellaire. Il faudra encore 32 ans avant qu'il y parvienne réellement. Mais Voyager 2 continuait sa route. Il a utilisé la gravité de Saturne comme une fronde et s'est propulsé en direction d'Uranus. Ce survol sera le premier et à ce jour le seul de l'histoire humaine. Jamais avant et jamais depuis, aucune sonde n'a visité Uranus. En janvier 1986, 5 ans après avoir quitté Saturne, Voyager 2 est arrivé près d'Uranus. Il s'est approché à 81 500 km du sommet des nuages. Photographier Uranus n'était pas chose facile. La planète est presque 2 fois plus éloignée du Soleil que Saturne. La lumière qui y parvient représente à peine un quart de celle reçue par Saturne. Les ingénieurs ont dû reprogrammer les caméras pour prendre des images, avec un temps d'exposition plus long. Mais une exposition plus longue sur une sonde, filant à 48 000 km/h, signifie une image floue. La solution fut élégante. Pendant la prise de vue, ils ont fait pivoter légèrement la sonde entière dans le sens du mouvement, de sorte que la caméra compense sa propre vitesse. Comme lorsque vous suivez une voiture de course en tournant la tête et que vous la voyez nette tandis que l'arrière-plan se brouille. Au premier abord, le résultat semblait décevant. Contrairement aux atmosphères spectaculaires de Jupiter et de Saturne, Uranus ressemblait à une boule lisse et sans relief. Pas de nuages visibles, pas de tempête, pas de bande dramatique. Comme si quelqu'un avait pris une peinture vert pâle et l'avait appliquée uniformément sur toute la planète. Mais cette apparente simplicité cachait des mystères profonds. Une image en fausse couleur a révélé de subtiles différences dans l'atmosphère des régions polaires. Et ces régions sont, dans le cas d'Uranus, extraordinairement étranges, car Uranus tourne pratiquement sur le côté. Son axe de rotation est incliné de 98 degrés, comme si la planète entière s'était renversée.
Personne ne sait avec certitude pourquoi. L'hypothèse la plus répandue est qu'un objet de la taille de la Terre a percuté Uranus il y a des milliards d'années, le faisant basculer sur le côté. Imaginez les conséquences. Les saisons sur Uranus sont radicalement différentes de tout ce que nous connaissons. Pendant une partie de son orbite de 84 ans, le pôle Nord fait face directement au Soleil, tandis que le pôle Sud est plongé dans une nuit qui dure des décennies. Mais la vraie surprise est venue du magnétomètre. Jusqu'alors, personne ne savait si Uranus possédait un champ magnétique. Voyager 2 a montré que oui, et qu'il est absolument déroutant. Le champ magnétique d'Uranus est incliné de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation. Sur Terre, cette inclinaison n'est que de 12 degrés. Imaginez une boussole qui pointe plus ou moins vers le nord, parce que les pôles magnétiques et géographiques sont proches l'un de l'autre. Sur Uranus, une boussole pointerait dans une direction complètement différente de celle de l'axe de la planète. Jusqu'alors, on supposait que les pôles magnétiques et de rotation étaient toujours à peu près alignés. Uranus a mis cette hypothèse en pièces. Et les conséquences sont spectaculaires. Tandis que la planète tourne, sa magnétosphère oscille comme un ballon de rugby mal lancé. Les scientifiques n'ont toujours pas de modèle capable de décrire pleinement ce comportement. C'est l'un de ces mystères que Voyager nous a montré sans pouvoir y répondre. Voyager 2 a révélé de nouveaux détails sur les anneaux connus d'Uranus et en a découvert 2 nouveaux. Il a été le premier à photographier ces anneaux sombres, composés de fines particules de poussière. Dans l'un des anneaux nouvellement découverts, il a aussi trouvé 2 satellites bergers, semblables à ceux de Saturne. Avant Voyager 2, on connaissait 5 satellites d'Uranus. Voyager en a découvert 11 nouveaux. Aujourd'hui, on en connaît 27. Et les 5 satellites d'origine se sont révélés absolument fascinants. Le plus intrigant était Miranda, le plus proche des 5 grands satellites de la planète. Voyager 2 est passé à seulement 30 000 km de sa surface. Et qu'a-t-il trouvé? Un monde qui semble avoir été déchiré en morceaux, puis recollé de manière chaotique. Des traces de fusion interne et de remontée de matériaux glacés vers la surface. Des canyons profonds de 20 km. Des formations ovales ressemblant à des circuits de course. Des zones en terrasse où des paysages anciens et jeunes, clairs et sombres, densément cratérisés et lisses, se mêlent dans une mosaïque étrange. Des motifs en chevrons, suggérant que la surface a été brisée, puis violemment réassemblée. Miranda est un petit satellite avec une histoire dramatique. Comment un corps aussi petit peut-il présenter une telle variété géologique? L'une des hypothèses est que Miranda a été fracturé par un impact catastrophique, puis s'est réassemblé sous l'effet de sa propre gravité, mélangeant des couches internes et externes dans un désordre spectaculaire. Une autre théorie invoque un réchauffement par les marées gravitationnelles d'Uranus, qui aurait provoqué une activité géologique intense sur ce petit monde. Quelle que soit l'explication, Miranda reste l'un des objets les plus étranges et les plus fascinants que les Voyagers aient jamais photographiés. Et c'est précisément ce genre de découvertes inattendues qui a fait de la mission Voyager ce qu'elle est. On ne savait jamais ce qui nous attendait derrière la planète suivante. Le 25 janvier 86, Voyager 2 a fait ses adieux à Uranus avec un magnifique cliché pris à 1 million de kilomètres. Un fin croissant bleu sur fond noir. Puis il s'est mis en route vers sa dernière destination planétaire. 3 ans de voyage, 54 000 km à l'heure. Et au bout, la planète la plus bleue de notre système solaire. Le 25 août 1989, 12 ans après son départ de la Terre. Voyager 2 s'est approché de Neptune à seulement 5000 km au-dessus de son pôle Nord. Le survol le plus rapproché de tous les 4 rencontres planétaires. Pensez-y un instant. Après avoir parcouru des milliards de kilomètres pendant 12 ans, cette sonde devait viser un point précis au-dessus du pôle d'une planète lointaine avec une marge d'erreur de quelques dizaines de kilomètres seulement. La navigation elle-même vers Neptune fut un exploit remarquable.
Imaginez que l'on tire depuis Paris sur une cible à Pékin et que l'on atteigne le centre avec un écart inférieur au millimètre. C'est le niveau de précision dont nous parlons ici. Les ingénieurs ont dû effectuer des dizaines de manœuvres correctives, chacune planifiée des mois à l'avance, car le signal met plus de 8 heures pour faire l'aller-retour jusqu'à Neptune. Et Neptune a offert un spectacle auquel personne n'était préparé. L'hydrogène constitue l'essentiel de l'atmosphère de Neptune, mais sa forte teneur en méthane lui confère cet bleu profond et saisissant. Voyager 2 a mesuré des vitesses de vent extraordinaires, atteignant près de 1100 km à l'heure à l'équateur. C'était une surprise. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Elle reçoit une quantité infime d'énergie solaire. Et pourtant, elle possède l'atmosphère la plus dynamique de toutes les géantes gazeuses. Ken Bollinger, de la NASA, a déclaré à l'époque « Chaque jour, on voit quelque chose de complètement nouveau. Personne n'a jamais vu cela auparavant. C'est un sentiment incroyable. Sur Neptune, les changements étaient constants et extrêmement rapides. Les scientifiques ont découvert sur Neptune une tempête géante qu'ils ont baptisée la Grande Tache Sombre. Elle tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, semblable à la Grande Tache Rouge de Jupiter, mais avec des vents atteignant 2400 km à l'heure. Les vents les plus puissants jamais enregistrés dans tout le système solaire. Pour donner un ordre de grandeur, un ouragan de catégorie 5 sur Terre engendre des vents d'environ 300 km à l'heure. La tempête de Neptune était 8 fois plus violente, et cela sur une planète qui reçoit 900 fois moins de lumière solaire que la Terre. D'où vient toute cette énergie? Comment une planète si éloignée du Soleil peut-elle générer des phénomènes atmosphériques aussi violents? C'est une question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse complète. Neptune garde jalousement ses secrets. Et comme aucune sonde n'y est retournée depuis Voyager 2, ces secrets restent pour l'instant hors de notre portée. Voyager 2 a été le premier à photographier les anneaux de Neptune. Avant 1986, les scientifiques soupçonnaient que la planète pouvait en posséder, mais sans certitude. Et les anneaux de Neptune se sont avérés être une curiosité de plus. La sonde a identifié plusieurs arcs annulaires incomplets. Non pas des anneaux entiers, mais des fragments, des structures poussiéreuses incomplètes qui posèrent la question de savoir comment elles pouvaient exister sans se disperser. Voyager 2 a également découvert 6 nouveaux satellites en orbite autour de Neptune. La visite de Neptune n'aurait pas été complète sans une escale auprès de Triton, son plus grand satellite. Et Triton n'a pas cessé d'étonner. Triton est le corps planétaire connu le plus froid du système solaire. La température à sa surface atteint moins 235 degrés Celsius. C'est à peine 38 degrés au-dessus du zéro absolu. Et pourtant, il est géologiquement actif. Une surface craquelée, des geysers d'azote en éruption et une calotte glaciaire rosâtre au-dessus du pôle sud. Les scientifiques ont identifié des panaches sombres qui pourraient indiquer la présence de volcans de glace. La surface de Triton, sur les images de Voyager, ne ressemble à rien de ce que l'on pourrait trouver sur Terre. Un terrain évoquant la peau d'un melon, appelé terrain cantaloupe, couvert de creux et de crêtes. Des zones au sol étrangement lisses de lacs d'azote gelés. Et au-dessus de tout cela, une fine atmosphère que Voyager a également découverte. Aucune autre mission n'a visité Triton depuis lors. Ce que Voyager 2 a photographié en quelques heures de survol, en 1989, constitue encore aujourd'hui, plus de 35 ans plus tard, l'intégralité de nos images rapprochées de ce monde extraordinaire. Chaque détail de sa surface que nous connaissons, chaque information sur son atmosphère, chaque indice sur son histoire géologique, tout provient de ce bref passage de Voyager 2. Un seul survol, quelques heures. Et c'est tout ce que nous avons. Fait remarquable, Triton orbite autour de Neptune dans le sens inverse de la rotation de la planète. De plus, son orbite est inclinée de 157 degrés. Ce sont des indices qui suggèrent que Triton n'a pas toujours été un satellite de Neptune. Il s'agit probablement d'un objet capturé
depuis la ceinture de Kuiper, que Neptune a attirée par sa gravité il y a très longtemps. Et ce processus de capture a pu avoir des conséquences catastrophiques, faisant fondre la surface de Triton par échauffement de marée, avant qu'elle ne gèle de nouveau dans l'état que nous observons aujourd'hui. Encore une de ces histoires inattendues sur lesquelles les voyagers tombaient partout où ils posaient leur regard. Et puis est venu le moment des adieux aux planètes. Voyager 2 s'est retourné et a pris un dernier regard sur Neptune et Triton. Deux fins croissants sur fond noir. Les dernières images de planètes que ces sondes prendront jamais. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans ces dernières photographies, comme un voyageur qui se retourne une dernière fois avant de disparaître à l'horizon. Sauf que pour les voyageurs, il n'y aura jamais de retour. Chaque kilomètre parcouru les éloigne un peu plus de tout ce que nous connaissons. Chaque seconde qui passe élargit le gouffre entre eux et le monde qui les a créés. Le grand tour était officiellement terminé. En 12 ans, 2 sondes avaient visité 4 planètes, des dizaines de satellites et découvert des choses dont nous n'avions aucune idée. Avant voyager, on connaissait 26 satellites autour des 4 géantes gazeuses. Après voyager, il y en avait 62. Certains d'entre eux possédaient des volcans actifs, d'autres cachaient peut-être des océans liquides. Les anneaux de Saturne se sont révélés 100 fois plus complexes que ce que quiconque imaginait. Et Neptune, cette planète bleue silencieuse aux confins du système, abritait les vents les plus puissants de tout le système solaire. Il est difficile de surestimer l'impact de ces découvertes. Avant voyager, le système solaire extérieur était un territoire vague et abstrait. Un ensemble de points lumineux dont nous ne savions presque rien. Après voyager, c'étaient des mondes réels, avec des paysages, des tempêtes, des volcans et des mystères. Chaque survol avait apporté son lot de surprises. Chaque planète avait défié nos attentes. Et chaque satellite avait raconté une histoire que personne n'avait prévue. C'est peut-être cela le plus grand héritage scientifique de cette mission. Nous avoir appris que l'univers est toujours plus surprenant que nos prédictions les plus audacieuses. La gravité de Neptune a dévié la trajectoire de Voyager 2 vers le bas, hors du plan des planètes. À partir de ce moment, les 2 sondes se dirigeaient vers l'inconnu, vers l'espace interstellaire. Et leur mission, paradoxalement, ne faisait que commencer. Environ 1 an après que Voyager 2 eut achevé son tour de Neptune, Voyager 1 se trouvait déjà à environ 6 milliards de kilomètres de la Terre. Pour économiser l'énergie en vue du long voyage vers l'espace interstellaire, ces caméras devaient être éteintes pour toujours. Mais Carl Sagan, le célèbre astronome et vulgarisateur scientifique, a convaincu l'équipe de tourner la caméra une dernière fois vers notre foyer. Ses collègues étaient sceptiques. À 6 milliards de kilomètres, la Terre ne serait qu'un point insignifiant, si tant est qu'elle soit visible. Les scientifiques arguaient que la photo n'aurait aucune valeur scientifique, que c'était un gaspillage de temps et de ressources sur une sonde dont l'énergie était déjà comptée. Mais Sagan a insisté. Il a dit que ce ne serait pas une question de science, mais de perspective, que parfois, les images les plus importantes ne sont pas celles qui nous apprennent quelque chose sur l'univers, mais celles qui nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. Et le 14 février 1990, le jour de la Saint-Valentin, Voyager 1 a pris l'autoportrait le plus lointain de l'histoire. Le résultat est une photographie connue sous le nom de Pale Blue Dot, le point bleu pâle. La Terre, capturée comme un point infime dans un rayon de lumière solaire diffuse. Une image presque insignifiante en termes de résolution, quelques pixels à peine. Mais peut-être la photographie la plus profonde jamais prise par un appareil humain. Parce que ce minuscule point contient absolument tout ce que nous avons jamais été, tout ce que nous avons jamais aimé, tout ce pourquoi nous nous sommes jamais battus. Et Sagan a écrit à son propos des mots qui comptent parmi les plus cités de l'histoire des sciences. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur ce point vit chaque être que vous aimez.
chaque personne que vous connaissez, chaque personne dont vous avez entendu parler, chaque être humain qui ait jamais existé y a vécu sa vie, l'ensemble de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques pleines d'assurance, chaque chasseur et cueilleur, chaque héros et chaque lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation, chaque roi et chaque paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et chaque père, chaque enfant plein d'espoir, chaque inventeur et explorateur, chaque professeur de morale, chaque politicien corrompu, chaque vedette et chaque chef d'État, chaque saint et chaque pécheur de l'histoire de notre espèce a vécu là, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Il n'est peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette image lointaine de notre petit monde. Elle nous rappelle notre responsabilité d'être plus bienveillants les uns envers les autres et de protéger et chérir ce point bleu pâle, le seul foyer que nous ayons jamais connu. Après la prise du Pale Blue Dot, les caméras de Voyager 1 ont été éteintes pour toujours. Désormais, il ne s'agissait plus que d'une seule chose: aller le plus loin possible. Voyager 1 s'est dirigé 35 degrés au-dessus de l'écliptique, vers le nord. Voyager 2, 48 degrés en dessous de l'écliptique, vers le sud. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Atteindre l'espace interstellaire. Pour le comprendre, il faut savoir ce qu'est l'héliosphère. Et pour cela, il faut d'abord comprendre que notre Soleil n'est pas simplement une boule de feu suspendue dans le vide. Il est bien plus que cela. Il est une étoile active qui projette en permanence de la matière dans toutes les directions. Notre Soleil émet en permanence dans toutes les directions un flux de particules chargées, des électrons, des protons et des particules alpha. On appelle cela le vent solaire. Ce vent se propage à une vitesse supersonique, environ 1 million de kilomètres à l'heure, sur une distance considérable autour du Soleil. Il crée une sorte de bulle autour de l'ensemble de notre système solaire. Cette bulle s'appelle l'héliosphère. C'est en quelque sorte le domaine du Soleil, sa sphère d'influence. À l'intérieur de cette bulle, le vent solaire et le champ magnétique solaire dominent. À l'extérieur commence un espace gouverné par la matière d'autres étoiles, des gaz et des poussières, résidus d'anciennes supernovae. Le milieu interstellaire, un océan cosmique de matière dispersée entre les étoiles. Le voyage hors de l'héliosphère comporte plusieurs étapes. D'abord, le choc terminal, la zone où le vent solaire rencontre la résistance du milieu interstellaire et ralentit brutalement. Ensuite, l'héliogène, où le vent ralentit, s'accumule et se réchauffe. Et enfin, l'héliopause, la frontière ultime, où la pression du vent solaire et celle du milieu interstellaire s'équilibrent. Mais attention, l'espace interstellaire ne signifie pas la fin du système solaire. Bien au-delà de l'héliopause se trouve le nuage d'Oort, une immense région peuplée de milliards de corps glacés qui enveloppe l'ensemble de notre système comme une coquille cosmique. C'est de là que proviennent la plupart des comètes à longue période que nous observons parfois dans notre ciel nocturne. Le nuage d'Oort s'étend jusqu'à environ 1 an-lumière du Soleil, soit près d'un quart de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. Voyager 1 l'atteindra dans environ 300 ans, et il lui faudra encore 30 000 ans pour le traverser. 30 000 ans. Pour donner une perspective, il y a 30 000 ans, les premiers humains peignaient sur les parois des grottes en Europe. Toute l'histoire de la civilisation humaine tient dans le temps qu'il faudra à voyager pour traverser le nuage d'Oort. Le système solaire est tout simplement gigantesque. Nous vivons sur un grain de sable au milieu d'un désert que nous commençons à peine à mesurer. Lorsque les Voyagers ont traversé l'héliogène, ils ont fait une découverte inattendue. Le champ magnétique du Soleil tourne dans des directions opposées aux pôles nord et sud. Cette rotation crée une ondulation là où les deux parties se rencontrent, le feuillet de courant héliosphérique. Lorsque cette ondulation atteint le choc terminal, elle se comprime.
et les Voyager ont découvert qu'au-delà du choc terminal, ces ondes comprimées se transforment en bulles magnétiques. Des structures de la taille de centaines de millions de kilomètres, formant une mousse magnétique à la frontière de notre système. La frontière de l'héliosphère n'est donc pas une ligne lisse et nette comme on l'imaginait. Ce n'est pas une membrane propre séparant le domaine du Soleil du reste de la galaxie. C'est un milieu fluctuant, magnétiquement effervescent, totalement différent de ce que nous avions imaginé. Une zone de transition chaotique et complexe. Cette découverte a conduit à une refonte majeure de notre modèle de l'héliosphère tout entière. Les manuels d'astronomie ont dû être réécrits, encore une fois, grâce aux Voyager. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet humain à franchir l'héliopause. Cela s'est produit à une distance d'environ 120 unités astronomiques du Soleil. Cette distance elle-même constituait une découverte, car personne ne savait exactement où se trouvait l'héliopause. Le détecteur d'ondes de plasma a enregistré une augmentation spectaculaire de la densité du plasma et une hausse brutale du rayonnement cosmique galactique. Cela correspondait aux prédictions. Mais une chose ne s'est pas produite. Après avoir franchi l'héliopause, Voyager 1 n'a enregistré aucun changement dans l'orientation du champ magnétique environnant. Et cela a été mystérieux, car les modèles prévoyaient que dans une zone dominée par les champs magnétiques d'autres étoiles, l'orientation devrait changer. La NASA était si perplexe qu'elle a attendu près d'1 an avant d'annoncer officiellement que Voyager 1 était entré dans l'espace interstellaire. Imaginez la situation. Vous avez construit un instrument pour détecter un événement précis. L'instrument détecte certains des signes attendus, mais pas tous. Est-ce que vous êtes vraiment arrivé? Ou est-ce que vos modèles étaient tout simplement faux? La prudence de la NASA était compréhensible. Annoncer prématurément l'entrée dans l'espace interstellaire, puis devoir revenir en arrière, aurait été humiliant. Mieux valait attendre, analyser, vérifier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 l'a rejoint et a apporté les mêmes surprises. Un franchissement également à 120 unités astronomiques. Aucun changement de champ magnétique. Et une héliopause à la même distance, alors que les modèles prédisaient qu'elle devrait varier avec le cycle solaire. L'une des hypothèses dominantes est que notre Soleil est né il y a des milliards d'années dans une région fortement ionisée par l'explosion d'une ou plusieurs supernovae, et que la turbulence magnétique autour de l'héliopause persiste depuis lors. Si c'est le cas, les sondes pourraient rencontrer une orientation magnétique différente lorsqu'elles seront plus éloignées du Soleil. Mais leurs instruments seront probablement morts depuis longtemps. L'histoire des Voyager n'est pas seulement faite de grandes découvertes cosmiques. C'est aussi une histoire de petits drames haletants qui se jouent dans la salle de contrôle du JPL lorsque quelque chose tombe en panne sur une machine située à 25 milliards de kilomètres. En mai 2022, Voyager 1 a commencé à envoyer d'étranges données de télémétrie. Au lieu d'informations précises sur l'orientation et l'état des propulseurs, arrivaient de longues chaînes de zéros ou le chiffre 377. Des absurdités manifestes. Mais le signal lui-même était normal. La puissance était nominale. L'antenne pointait apparemment dans la bonne direction. Sinon, le signal ne serait jamais parvenu. Les données scientifiques des instruments mesurant le milieu interstellaire étaient également normales. C'était comme si votre facteur habituel se mettait un beau jour à parler une langue inconnue, tout en continuant à livrer les colis à la bonne adresse. Et chose étrange, Voyager 1 pensait que tout allait bien. Les modes d'urgence, qui auraient dû se déclencher à la détection d'une anomalie, ne se sont pas activés. La sonde était persuadée de fonctionner normalement. Pendant 4 mois, les ingénieurs ont prudemment investigué le problème. Chaque question et chaque réponse prenaient 45 heures. Ils ont fini par identifier la cause. Dans le rayonnement intense du milieu interstellaire, quelque chose s'était produit qui avait amené Voyager à rediriger les données à travers un ancien ordinateur de secours endommagé. L'ordinateur défectueux
corrompait les données. La solution était simple, dire à Voyager d'utiliser le bon ordinateur. Mais le chemin pour parvenir à cette conclusion n'avait rien de simple. Imaginez que vous devez diagnostiquer un problème sur une machine que vous ne pouvez ni voir ni toucher et que chaque réponse à chaque question prend 2 jours. Pas de possibilité de redémarrer manuellement. Pas de technicien à envoyer sur place. Pas de pièces de rechange à expédier. Juste des signaux radio traversant le vide cosmique et une équipe d'ingénieurs sur Terre tentant de résoudre un puzzle à 25 milliards de kilomètres de distance. C'est le quotidien de ceux qui maintiennent les Voyager en vie. Et ce n'était pas la dernière fois. En novembre 2023, un problème similaire est apparu au niveau du système de données de vol. Voyager 1 a cessé d'envoyer des données scientifiques et techniques exploitables. Cette fois, c'était plus grave. Les ingénieurs ont découvert que le problème résidait dans une puce mémoire endommagée, probablement frappée par un rayon cosmique. La réparation a pris 7 mois. 7 mois de travail acharné pour réparer un ordinateur situé à 25 milliards de kilomètres. Les ingénieurs ont dû trouver un moyen de déplacer le code de la puce endommagée et de le redistribuer entre les autres puces mémoire. C'est l'équivalent d'effectuer une transplantation chirurgicale sur un patient situé de l'autre côté de la galaxie, en envoyant les instructions par courrier postal. Chaque manipulation devait être planifiée avec une précision extrême, car la moindre erreur dans le code envoyé pourrait rendre la sonde définitivement muette. Il n'y a pas de touche retour sur une sonde interstellaire. Chaque commande est définitive, à distance, par-dessus un gouffre de 25 milliards de kilomètres, avec un délai de 2 jours pour chaque communication. En avril 2024, les données techniques ont finalement été restaurées. La restauration complète des données scientifiques n'est intervenue qu'en juin. Et dans les salles du JPL, des ingénieurs qui avaient à peine dormi pendant des mois ont pu enfin respirer. Et puis, il y a eu le cas de Voyager 2. En juillet 2023, une série de commandes de routine a provoqué un décalage de l'antenne de la sonde de seulement 2 degrés par rapport à la Terre. 2 degrés. Sur de courtes distances, c'est négligeable. À 21 milliards de kilomètres, cela signifie la perte totale du signal. La NASA a perdu la capacité de communiquer avec la sonde. La seule solution était d'émettre depuis l'antenne australienne de Canberra un cri interstellaire. Puissance maximale, faisceau le plus large possible, dans l'espoir que le signal atteigne la sonde malgré sa mauvaise orientation. Et puis attendre 37 heures. 37 heures d'attente, en sachant que si cela ne fonctionnait pas, Voyager 2 serait perdu à jamais. Une sonde qui avait voyagé dans l'espace pendant 46 ans pourrait être anéantie par 2 degrés. Cela a fonctionné. Voyager 2 a reçu la commande et s'est réorienté vers la Terre. Mais imaginez ce que cela a dû être. Attendre ces 37 heures. Chaque minute qui passe sans réponse. Chaque heure de silence. Les ingénieurs dans la salle de contrôle, sachant que le destin d'une mission de 46 ans repose sur un signal radio qui traverse le vide cosmique. Et puis, au bout de 37 heures, le signal de retour. Voyager 2 est vivant. Il nous entend. Il revient vers nous. Le soulagement dans cette salle a dû être indescriptible. Cette histoire ne serait pas complète sans l'homme qui y a consacré toute sa vie professionnelle. Edward Stone est devenu directeur scientifique du projet Voyager en 1972, 5 ans avant le lancement. Il est resté dans ce rôle pendant 50 ans jusqu'à sa retraite en 2022. 50 ans dédiés à une seule mission, un seul projet, un seul rêve. Stone dirigeait 11 équipes scientifiques. Il était au micro à chaque survol planétaire. Avec l'enthousiasme d'un enfant le matin de Noël, il dévoilait les photographies de mondes que des yeux humains n'avaient jamais vues de près. Il disait « Quand je regarde en arrière, je réalise à quel point nous savions peu de choses sur le système solaire avant Voyager. Nous découvrions des choses dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, qui attendaient d'être découvertes. Encore,
et encore. En plus de voyager, il a dirigé le JPL pendant toute une décennie, de 1991 à 2001. Il a participé à 9 missions de la NASA. Il avait le privilège unique d'avoir été impliqué à la fois dans la mission qui s'est le plus rapprochée du Soleil, la sonde Parker Solar Probe, et dans celle qui s'en est le plus éloignée. Son collègue Alan Cummings, avec qui il a collaboré pendant plus de 50 ans, a dit de lui « Je pense que c'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. » C'était un scientifique immense, un excellent multitâche qui, en tant que directeur du JPL, travaillait en même temps avec moi sur les données de Voyager, souvent à des heures tardives. Il était mon chef, mon collègue et mon ami. Le 9 juin 2024, Edward Stone est décédé à l'âge de 88 ans. L'homme qui avait guidé les Voyager à travers le système solaire pendant un demi-siècle avait rejoint les étoiles qu'il avait passé sa vie à étudier. En décembre de la même année, la NASA a inauguré dans l'enceinte du JPL la place de l'exploration du docteur Edward Stone. 24 plaques en forme de disque incrustées dans le trottoir retracent sa carrière et les trajectoires des 2 Voyager. Le design évoque le disque d'or que les sondes portent à leur bord. Un hommage permanent à l'homme qui a incarné cette mission plus que quiconque. Tous ceux qui ont connu Stone s'accordent sur un point. Voyager était Ed Stone, et Ed Stone était Voyager. Les deux étaient inséparables. L'homme et la machine, le scientifique et la sonde, unis par un demi-siècle de découvertes partagées. Les 2 sondes, Voyager, portent sur leur flanc une cargaison singulière. Un disque d'or, un disque de 12 pouces en cuivre recouvert d'or, que Carl Sagan et son équipe ont conçu comme un message destiné à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ils n'ont eu que 6 semaines pour en préparer le contenu, car la NASA les avait informés du projet tardivement. 6 semaines pour résumer l'ensemble de la civilisation humaine sur un seul disque. Sagan a formé un comité dans lequel il a notamment invité sa future épouse, Anne Druyan. C'est elle qui était chargée de la sélection musicale. Et cette sélection était un défi de taille. Comment expliquer à une civilisation extraterrestre ce qu'est l'amour, la tristesse ou la joie? Comment résumer des millénaires de culture humaine en quelques dizaines de minutes d'enregistrement? Par les sons, par la musique que nos ancêtres ont jouée pendant des milliers d'années, par ces mélodies qui transcendent les langues et les époques et qui portent en elles quelque chose d'universel. Sur le disque figurent des photographies de la Terre et de ses êtres vivants, des chants de baleines et les pleurs d'un nouveau-né, de la musique de Mozart, de Beethoven et de Chuck Berry. Un chant polyphonique géorgien qui remonte à des siècles de tradition vocale, une flûte shakuhachi japonaise dont le souffle évoque la méditation et l'impermanence, un ancien chant péruvien de cérémonie nuptiale, une cornemuse azerbaïdjanaise, des chants navajo, des salutations en 55 langues, du sumérien, l'une des plus anciennes langues écrites de l'humanité, à l'anglais moderne, le bruit du vent, du tonnerre et des vagues, le battement d'un cœur humain. Chaque son choisi avec soin pour représenter une facette de notre existence sur cette planète. L'un des sons les plus émouvants du disque est l'enregistrement des ondes cérébrales d'Anne Druyan, réalisé à l'aide d'un électroencéphalographe. Elle était assise, pensait à l'histoire de la Terre, aux guerres et à l'amour, et la machine enregistrait les impulsions électriques de son cerveau. Celles-ci ont été converties en sons et gravées sur le disque. Ainsi, si jamais une civilisation extraterrestre parvenait à déchiffrer ces signaux, elle entendrait comment pense un être humain, ce qu'il ressent quand il réfléchit à son espèce. Sur le boîtier du disque sont gravés des diagrammes expliquant comment le lire, ainsi qu'une carte de pulsars indiquant la position de la Terre par rapport à 14 pulsars. Une adresse cosmique au cas où quelqu'un voudrait nous rendre visite. La probabilité que quelqu'un trouve un jour le disque d'or est infime. Les voyageurs filent à travers le vide entre les étoiles et dans 40 000 ans, ils seront encore loin de l'étoile la plus proche. Mais ce n'est pas du tout le propos.
La valeur du disque d'or ne réside pas dans la probabilité qu'il soit trouvé. Elle réside dans le fait que nous l'avons envoyé. Que des êtres humains, sur une planète ordinaire, autour d'une étoile ordinaire, dans un bras périphérique d'une galaxie parmi des milliards, ont décidé de graver leur musique, leur voix et leurs pensées sur un disque d'or et de l'envoyer vers l'infini. Le disque d'or est un symbole. Il dit « Nous étions là. Nous avons existé. Nous aimions la musique et nous avions des enfants et nous explorions les étoiles. Et un jour, nous avons envoyé un morceau de nous-mêmes vers l'infini. C'est peut-être l'acte le plus humain que notre espèce ait jamais accompli. Un jour, les Voyagers cesseront d'émettre, que ce soit à cause d'une panne ou du simple épuisement de l'énergie. Le silence remplacera ce murmure infime qui nous parvient depuis les ténèbres depuis bientôt 50 ans. Ce sera un moment étrange et triste. Pas une catastrophe, pas une tragédie au sens dramatique, mais une perte. La perte d'un lien ténu mais réel avec l'infini, une voix familière qui s'éteint après un demi-siècle de conversation. Les ingénieurs de la NASA qui travaillent aujourd'hui sur les Voyagers savent qu'ils seront probablement les derniers à entendre ces sondes. Ils sont les gardiens d'un murmure cosmique, et un jour, ce murmure cessera. Les ingénieurs estiment qu'au moins un instrument pourrait fonctionner jusqu'aux années 2030. Mais personne ne le sait avec certitude. Chaque jour de fonctionnement est un bonus, un cadeau de machines qui ont depuis longtemps dépassé toutes les attentes. Mais même quand les Voyagers se tairont, leur voyage ne s'arrêtera pas. Dans 40 000 ans, Voyager passera à proximité d'une étoile de la constellation de la Girafe. Voyager 2 passera à une distance d'1 an et demi-lumière de l'étoile Ross 248. Dans 296 000 ans, il passera à 4/10 d'année-lumière de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Ces petites sondes courageuses survivront probablement à la Terre elle-même. Quand notre Soleil, dans 5 milliards d'années, se transformera en géante rouge et engloutira les planètes intérieures, les Voyagers seront encore là, quelque part dans la galaxie. Silencieux, intacts, portant sur leurs flancs le témoignage d'une civilisation qui aura, peut-être depuis longtemps, disparu. Elles fileront silencieusement à travers la Voie lactée pendant des milliards d'années, avec leur disque d'or boulonné sur le flanc, comme un message dans une bouteille jetée dans l'océan cosmique. Des ambassadeurs muets d'une espèce qui a eu l'audace de se demander ce qu'il y avait là-bas, dans le noir, entre les étoiles. Et qu'ont-elles laissé derrière elles, ici, sur Terre? Elles ont tout changé. Absolument tout. Avant les Voyagers, les planètes extérieures n'étaient que des taches floues dans les télescopes, des objets lointains et abstraits dont nous ne connaissions que la taille approximative et la composition chimique supposée. Après les Voyagers, c'étaient des mondes avec des volcans et des océans sous la glace et des anneaux composés de centaines de cercles et des champs magnétiques qui défient les théories. Des mondes vivants, dynamiques, surprenants, chacun unique, chacun porteur de mystères que nous n'avions même pas imaginés. Les Voyagers ont aussi changé quelque chose de plus profond. Ils ont changé la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Le Pale Blue Dot, cette photographie d'un grain de poussière dans un rayon de soleil, a donné à l'humanité un miroir cosmique, un rappel de notre fragilité, de notre petitesse et, paradoxalement, de la grandeur de ce que nous sommes capables d'accomplir quand nous travaillons ensemble. Les Voyagers nous ont montré que notre système solaire est bien plus étrange, bien plus fascinant et bien plus beau que tout ce que nous avions jamais pu imaginer. Et tout cela a été accompli par des machines dotées d'une technologie des années 70 avec des bandes magnétiques et la puissance de calcul d'une calculatrice de poche. Des machines conçues par des ingénieurs qui utilisèrent des règles à calcul et des tableaux logarithmiques. Des machines qui, sur le papier, n'avaient aucune raison de survivre aussi longtemps. Et pourtant, les voilà, toujours en train de chuchoter depuis les confins de l'espace interstellaire. Edward Stone a dit un jour
nous découvrions des choses dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, qui attendaient d'être découvertes. Encore et encore, encore et encore. C'est ce que les Voyagers ont fait. Et avec leur dernière goutte d'énergie, c'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. Quelque part là-bas, dans l'obscurité entre les étoiles, deux petites machines continuent de filer en silence. Elles ne savent pas qu'elles sont célèbres. Elles ne savent pas qu'elles ont changé notre compréhension de l'univers. Elles ne savent pas que des millions de personnes sur Terre se sont émerveillées devant les images qu'elles ont envoyées. Elles font simplement ce pourquoi elles ont été conçues. Elles mesurent, elles enregistrent, elles transmettent. Avec la dernière énergie de leur générateur vieillissant, elles continuent de chuchoter vers la Terre. Et nous tendons l'oreille. Parce que ce chuchotement, ce murmure à peine perceptible qui traverse 25 milliards de kilomètres de vide, c'est la voix de ce que nous avons de meilleur. Notre curiosité, notre ingéniosité, notre refus d'accepter les limites de ce que nous connaissons. Deux petites sondes, construites avec la technologie d'une époque révolue, propulsées par la vision d'ingénieurs qui ont osé rêver plus grand que ce que le monde leur permettait. Un jour, ce chuchotement cessera. Et ce jour-là, quelque chose de précieux prendra fin. Mais les Voyagers, eux, continueront de voyager, en silence, pour toujours, avec un disque d'or sur le flanc et l'histoire de l'humanité gravée dans leur trajectoire.